Bonsoir à tous. Je suis Leïla Baouyad, conseillère à l'Ordre des architectes Occitanie. Juste en deux mots, le Conseil de l'Ordre Occitanie a décidé de lancer un cycle de webinaires pour l'instant mensuel, ouvert aux architectes et gratuit bien sûr, et donc qui va aussi compter dans les formations complémentaires, comme vous avez pu le constater à travers le mail d'invitation qui a été envoyé. Dans l'idée, c'est d'essayer d'aborder des thèmes différents et variés en petites heures, disons, d'échanges ou de conférences, de webconférences, suivant les intervenants, évidemment, en laissant aussi un certain temps au débat, aux échanges, tant que faire se peut, pour essayer d'échanger entre nous, puisque les architectes, on a beaucoup de mal à échanger entre nous. Et c'est ce qu'on souhaite faire et j'espère que de ce que je vois, l'afflux qu'il y a eu sur cette conférence, c'est que l'idée devrait plaire aux architectes. Bien, eh bien, je te propose, Jean-François, de démarrer. Très bien. Donc, alors, bonsoir à tous. Pardon, juste un petit détail avant. Il faut informer quand même que le webinaire sera enregistré. On est d'accord? Premier webinaire du Conseil régional d'Occitanie. J'ai le plaisir et l'honneur d'essuyer les plâtres. On a choisi un thème qui n'est pas trop long, qui n'est pas trop lourd et qui, surtout, à mon avis, n'a jamais été traité pour les architectes, qui est de comment essayer de se faire payer en tant que professionnel de tout le temps imprévu que l'on rencontre dans notre activité. Et Dieu sait s'il y en a. Je me suis beaucoup intéressé au métier d'architecte que j'adore. Je trouve que c'est un des plus beaux métiers du monde. Non seulement c'est un des plus beaux métiers du monde, il y a beaucoup de métiers qui sont parmi les plus beaux du monde, mais en plus, c'est un métier qui devrait être parmi les plus agréables. On peut dire que soigner les gens, c'est un très beau métier, le plus beau métier du monde, etc. Mais nous, on n'a pas affaire à des malades, on n'a pas affaire à des procès, on n'a pas affaire à des contentieux, on n'a pas affaire à tout ça. On a affaire à des gens heureux puisqu'ils initient des projets de construction, ce qui leur fait très plaisir. Donc, en plus, il devrait être très agréable. Et j'ai toujours trouvé que c'était un métier particulièrement mal fichu dans la façon dont on l'exerce, qui ne devrait pas avoir toutes ces difficultés, tous ces handicaps que l'on rencontre. Le handicap du temps non payé, du temps qu'on passe non prévu et non payé, donc est quelque chose qu'on avait, à ma connaissance, jamais traité. J'ai essayé d'y réfléchir le mieux que j'ai pu pour pour faire ce webinaire. Et j'ai pas de recette miracle, d'où l'intérêt de pouvoir discuter et débattre après que j'aurai pris quelques minutes pour vous exposer ma réflexion. D'une manière générale, en tant que professionnel, on ne facture pas 30 à 40% de notre temps passé. Quand on travaille, on a au moins le tiers, si c'est pas plus, de temps qu'on ne peut pas facturer. Par exemple, en ce moment, personne ici ne facture son temps, alors que c'est quand même une activité professionnelle. Donc, on a des tâches administratives, s'informer, se former, temps passé avec les clients abusifs qui nous font perdre du temps, les aléas d'opération, bien entendu, les appels d'offres trop chronophages. Ça, c'est une chose qui m'a toujours choqué. Je ne comprends pas comment on peut passer autant de temps dans des appels d'offres. Des changements dans un chantier à l'initiative ou non du client, des imprévus de chantier, des défaillances d'artisans, etc., etc., etc. Tout ça, on ne peut pas le facturer. La plupart des autres professionnels n'ont pas tous ces temps imprévus ou bien les factures. Il faut essayer de facturer le temps que l'on passe en tant que professionnel, sachant que tout n'est pas possible, évidemment. La maîtrise d'œuvre est très chronophage, ce qui n'est pas perçu par nos clients. Les clients ne se rendent pas compte du temps que l'on passe sur leur dossier. Quand on met bout à bout, c'est assez impressionnant. Et j'ai entendu plusieurs fois dans ma vie des gens qui disaient, enfin, qui laissaient entendre que le métier d'architecte, c'était quand même très cool parce qu'il n'y avait pas grand-chose à faire pour toucher ses honoraires. Totalement faux. Alors pourquoi? Parce que une opération de construction est une aventure. C'est une aventure par nature. Nous ne produisons pas des matériaux, des matériels industriels. On ne produit pas, par exemple, un téléphone ou etc. Où là, on maîtrise parfaitement le temps passé.
on part à l'aventure. C'est une belle aventure, mais pleine d'aléas, ce qui est normal. Il est tout à fait normal d'avoir des imprévus dans une maîtrise d'œuvre. S'il n'y avait pas d'imprévus, je pense qu'il n'y aurait pas d'architecte, tout simplement. C'est le propre d'ailleurs des professions réglementées de guider le client dans des aventures que le client ne maîtrise pas. Soit se soigner, soit se défendre dans un contentieux, soit réaliser une opération de construction. Tout ça, c'est aventureux. C'est donc pour ça qu'on a besoin de professionnels dont la vocation est de guider, de veiller à leurs clients. Nous, on a une particularité par rapport aux autres professions réglementées, c'est qu'on ne peut pas travailler seul. C'est impossible. Un géomètre travaille seul. Il fait son relevé, il fait ses plans, il rend son travail. Point barre. Il n'y a quasiment pas d'imprévu, d'aléa. Un architecte ne peut pas travailler seul. Il est obligé de travailler en équipe avec ses clients, son client, qui a un pouvoir de décision tout au long de l'opération, à tout moment. Donc, on est obligé de faire équipe avec les clients et on est obligé de faire équipe avec les réalisateurs, c'est-à-dire les artisans, les entreprises, les bureaux d'études, qui aussi ont des lacunes et nous génèrent des aléas. C'est inhérent au métier d'architecte, c'est comme ça. C'est un des très rares métiers où on ne peut pas travailler tout seul dans son coin pour faire son boulot, son job. Et ensuite, on a un autre problème, c'est que le Code civil nous classe bêtement, alors vraiment bêtement, parmi les constructeurs, dans le sens juridique du terme, c'est-à-dire parmi les vendeurs de travaux. Ce qui nous donne, de fait, même si c'est pas dans les textes, de fait, les jurisprudences le montrent, ça nous donne une obligation de résultat, alors que nous ne devrions avoir qu'une obligation de moyens pour préserver notre indépendance vis-à-vis des constructeurs. Tout ça fait que nous sommes soumis à des aléas, nous sommes jusqu'au cou, si j'ose dire, dans les problèmes et dans les aléas, on ne peut pas s'en détacher. Donc, il faut facturer le temps imprévu. L'idéal pour être rémunéré de nos missions, ça serait de facturer le temps passé constaté sur chaque affaire, puisqu'on ne peut pas imaginer au départ les aléas imprévus. C'est impossible. Et on ne peut pas imaginer au départ le temps que vont nous faire perdre nos partenaires, c'est-à-dire clients d'un côté, artisans, réalisateurs de l'autre. Puisque nous ne travaillons pas seuls, on ne peut pas maîtriser ce temps-là. Donc, il faudrait constater, par exemple, à la fin du mois, on envoie à nos clients une facture. Eh bien voilà, j'ai travaillé sur votre dossier 27 heures, 14 heures, 30 heures, etc. En pratique, enfin, il me semble que ce n'est pas possible puisque on a des clients qui veulent savoir combien nous allons coûter à l'avance. La valeur absolue de nos honoraires est très importante. On parle de dizaines de milliers d'euros. Donc, on peut pas dire, vous verrez bien ce que ça coûte. Enfin, j'imagine que les gens n'accepteraient pas ça parce que le client a un positionnement de consommateur. Il achète un produit qui est notre prestation et il veut savoir combien ça coûte. Je sais que si moi j'étais à leur place, si j'étais pas architecte, j'exigerais de savoir combien va me coûter l'architecte à l'avance. Ou du moins, quel est le barème, c'est-à-dire un pourcentage par exemple, qui fait qu'il y a une règle de calcul des honoraires. Donc, on ne peut pas facturer à tout le temps constaté. Quelles sont les solutions? La solution, c'est de prévoir dans nos contrats qu'il y ait des possibilités de rémunération complémentaire par le temps constaté anormal, extra mission de base. Les critères à respecter, il faut assumer nous-mêmes entièrement une mission complète normale. Pas question, par exemple, de dire, ben non, en fait, vous n'avez pas de chance, j'avais mal estimé le temps que je vais passer à établir les marchés de travaux, et donc vous allez payer plus. Ça, c'est pas possible. Si on a mal estimé le temps, on ne peut pas demander compensation au client. Il faut que ça soit un fait extérieur qui s'impose à nous pour que l'on puisse demander un supplément de prix. Et en parallèle, à nous d'effectuer une maîtrise d'œuvre peu chronophage. Alors ça, c'est une réflexion personnelle. J'ai constaté, quand j'ai travaillé avec des confrères et des consoeurs, on emploie des façons de faire très lourdes qui se justifient dans de grosses opérations de plusieurs millions d'euros, mais qui ne se justifient pas quand on a affaire à des marchés privés de moindre importance. Il faut pas faire pareil. Il y a des choses différentes à faire. Alors ça pourrait faire l'objet d'un autre webinaire. Comment passer beaucoup moins de temps sur une maîtrise d'œuvre pour des clients privés qui sont des néophytes, qui ne sont pas des professionnels de la construction et qui n'ont aucun ni envie ni besoin de procédures très lourdes que trop souvent on leur impose et qui ne correspondent absolument pas au contexte du projet. Ce travail supplémentaire, pour qu'il soit
accepté et facturable, à mon avis, juridiquement, il faut que ça soit une option que l'on laisse à notre client. Il ne faut pas que notre client soit contraint de nous payer ce travail supplémentaire. C'est-à-dire, nous rencontrons un aléa, un imprévu externe, et nous devons dire à notre client, si vous voulez, nous pouvons nous en occuper. Voilà ce que ça va coûter, tant de l'heure, ou alors, on s'en occupe pas, et vous le faites faire par quelqu'un d'autre ou par vous-même. Par exemple, il y aura les imprévus extra maîtrise d'œuvre, une difficulté externe telle que le recours d'un tiers, une servitude privée qu'on a découverte, la défaillance d'un artisan, etc. Tout ça, on peut dire au client, voulez-vous que je le gère et je vaux tant de l'heure, ou alors adressez-vous à quelqu'un d'autre, un juriste ou à qui vous voulez, ou faites-le vous-même. Et ensuite, il y a les imprévus internes à la maîtrise d'œuvre qui peuvent être justifiés pour une rémunération complémentaire. Par exemple, un client qui nous demande des modifications à répétition ou une durée anormale du planning, du chantier. Ce n'est pas la responsabilité du client, mais c'est la responsabilité des artisans. Mais là, il y a des pénalités de retard qui peuvent dégager une trésorerie qui permettra au client de nous payer. On va voir en détail ce à quoi j'ai pensé. Il faut donc que la possibilité de rémunération complémentaire soit clairement prévue dans nos contrats, sans ambiguïté, et il faut que les architectes n'acceptent plus le bénévolat professionnel. C'est-à-dire que les architectes, ils sont en général taillables et convéables à merci. Tout le monde s'en sert. Moi, j'ai des artisans, des fois, ça m'est arrivé, qui me téléphonaient pour me demander des renseignements administratifs qu'il y a dans les marchés de travaux. Je leur dis, t'as qu'à lire les marchés de travaux, mon vieux. Je suis pas le secrétariat gratuit de tout le monde. Et plus on accepte de se mettre en cadre pour tout le monde, plus les gens en profitent. Avoir le réflexe de facturer systématiquement, c'est pas qu'une question d'argent. Même si être payé de son temps, c'est quand même un minimum tout à fait légitime. Ça permet aussi d'éviter les abus, d'éviter les gaspillages de notre temps. Et en outre, ça donne une image de l'architecte qui se fait respecter. Il a de la valeur. La preuve, je la facture. Si je ne facture pas, j'ai pas de valeur. Or, l'architecte qui est à la tête de l'opération en tant que maître d'œuvre doit se faire respecter. C'est comme ça. C'est une obligation. Si on ne se fait pas respecter, on ne pourra pas correctement faire notre maîtrise d'œuvre. Et donc, ça va être encore plus complexe, déjà que c'est assez compliqué en soi. Donc, dans un contrat, voilà ce que j'ai pensé. En cas de dépassement du temps prévu à chaque étape, il y a des étapes dans nos contrats, tel qu'il est précisé ci-dessous, l'architecte aura droit à une rémunération complémentaire au taux horaire de, et là, bien entendu, chacun avait son taux horaire. Bon, j'ai mis 100 € hors taxe de l'heure, la barre est assez haut parce que quand on fait un petit calcul rapide, 100 € de l'heure, tu multiplies 113 heures mensuelles facturables. 170 heures en tout, je prends les 2 tiers facturables, ça fait 113 heures. Ce qui dégage 11 333 € mensuels, ce qui fait un chiffre d'affaires hors taxe de 136 000 €. Pour un architecte seul, je trouve que c'est pas mal. Là, c'est notre temps personnel dépensé. Moi, je suis plutôt à 80 hors taxe, ce qui fait quand même 108 000 € hors taxe de chiffre d'affaires pour moi tout seul. Je parle pas des salariés, etc. À la demande du client, et c'est ça, à mon avis, qui est indispensable. Il faut obtenir l'accord du client préalable avant de pouvoir facturer une rémunération complémentaire, juridiquement. Faut pas que ça soit retoqué par un juge en demande abusive non contractuelle. Donc, l'architecte aura droit à une rémunération complémentaire en cas de... Alors, j'ai mis une liste pour l'exemple. Difficulté sur son droit à construire, que ça soit d'ordre public, urbanisme ou d'ordre privé, servitude. Là, on dit voilà, il y a cette difficulté, ça va me demander du temps, je vaux 100 € de l'heure. Hors taxe, c'était 120 € TTC, etc. Ou alors, une fois le parti architectural convenu, c'est-à-dire une fois que la première esquisse est bonne, dépassement du temps de 20 heures de mise au point d'esquisse. Je me donne 20 heures pour mettre au point les esquisses, les modifier, réunion avec le client, dessin et estimatif du coût des travaux. Au-delà de 20 heures, je facture. Dépassement d'un temps de 10 heures de mise au point de l'avant-projet. On peut supposer que quand le client a validé l'esquisse, la mise au point de l'avant-projet est beaucoup plus succincte. Donc, je donne 10 heures. C'est temps de réunion, descriptif, dessin et estimatif. Je parle des modifications, bien entendu.
sollicitation de plusieurs offres pour chaque lot de travaux. Alors, ça, c'est ma manière de faire. Dans les marchés privés pour les néophytes, en principe, je ne demande qu'une offre à une entreprise qui est mon réseau, les artisans avec qui je travaille. Si le client en veut plusieurs, bien entendu qu'il il aura plusieurs devis, bien entendu. Mais ça me demande un travail supplémentaire qui n'est pas prévu. Donc, on facture. En général, les clients ne veulent pas. Du moment que je respecte strictement leur budget, sans marge de tolérance, et c'est ma manière de faire, ils ne demandent pas d'autres devis. Ils préfèrent travailler avec des artisans que je connais, que j'ai sélectionnés et qui sont fiables, qui ont le bon rapport qualité-prix. Mais ça n'interdit pas de demander d'autres devis. Modification du projet demandée par le client après la signature des marchés de travaux, c'est-à-dire pendant le chantier. Donc là, c'est tant d'heures constatées à chaque fois. Assistance dans les choix par le client, il va choisir des couleurs, des matériaux, des équipements. S'il veut que je l'assiste pour ça, par exemple, on va voir les carrelages ensemble. J'ai passé 3 heures, je facture 300 €. Dépassement dans la durée du chantier. Alors là, le client n'y est pour rien. Mais par contre, je facture le prolongement de ma maîtrise d'œuvre sur le chantier à raison de 2 heures hebdomadaires, réunion de chantier plus compte rendu, que le client pourra compenser par des retenues au titre des pénalités de retard. Il n'y a pas de surcoût pour le client. Défaillance d'une entreprise ou d'un bureau d'études, c'est-à-dire dépôt de bilan, abandon de chantier, etc. Alors là, je demande au client, est-ce qu'il veut que je gère ce volet juridique? S'il me dit oui, je vaux tant de l'heure. Et une visite de levée de réserve, alors ça, on sait qu'on perd un temps fou avec des bêtises, souvent sur 2 chantiers, des petites levées de réserve qui sont pas levées à temps. Donc, j'estime qu'il est normal de faire 3 visites de levée de réserve en tout. Bon, au-delà de 3, on facture. Voilà, pour survoler, pour aller vite, ce à quoi j'avais pensé. Je précise bien que ce temps supplémentaire, ce temps complémentaire est tout à fait accessible par le client. C'est son choix. C'est un menu à la carte. Comme on va au restaurant, il y a une formule, entrée plat dessert, 20 €. Si je veux un apéritif, si j'ai envie de prendre du fromage et qu'à la fin, j'ai envie de finir le repas avec un bon petit armagnac, le restaurateur est tout à fait ouvert à m'offrir tout ça. Mais évidemment, il va me le compter en plus. C'est dans cet esprit-là que je pense qu'il serait intéressant de prévoir ça dans nos contrats. À la carte, voilà la mission de base et à la carte, vous aurez, si vous le souhaitez, ces missions complémentaires. Sachant que il y a des missions qu'on ne peut pas facturer. Par exemple, la mauvaise qualité de travaux d'un artisan qui nous demande de revenir, des aléas techniques auxquels on n'avait pas pensé, que révèle un bureau d'études techniques. Ça, je pense que ça fait partie du temps supplémentaire qui n'est pas facturable parce que le client est totalement étranger à ça et c'est pas un aléa extra mission maîtrise d'œuvre. Ça fait partie complètement de la maîtrise d'œuvre. On va écouter la question de Pascal. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Salut Jean-François. D'entrée, déjà, quand on se rend compte que beaucoup d'architectes ne font pas payer la première visite initiale pour aller rencontrer le client, et donc du coup, déjà d'entrée, le signal qui est envoyé sur la rémunération est complètement biaisé et aberrant, en disant que on verra plus tard et puis qu'on va essayer de signer le contrat. Voilà, et donc les gens ils vont gratuitement et donc voilà, ça c'est dommageable, je trouve. C'était ma première réaction et je voulais savoir ce que tu en pensais, quoi. Pour ma part, quand c'est un projet neuf, je n'agis pas avant contrat en tant qu'architecte. J'agis en tant que vendeur. C'est pas un gros mot, hein. Je vends ma prestation. À ce titre, je fais pas payer le client. Par contre, quand il s'agit d'un projet qui touche l'existant, rénovation, extension, etc., là, je sais que je ne peux pas couper, je ne peux pas échapper à une prestation d'architecte. Quand je suis dans un bâtiment et que le client me dit « je voudrais modifier ça, et ça, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il vaut mieux le détruire ou pas? Et ça, est-ce que ça vous a l'air, ça vous semble bon à conserver ?» Je ne peux pas dire « je vous le dirai pas ». Et donc, je vais lui donner des informations en tant qu'architecte. Là, je fais payer. Mais le principe, quand je rencontre un client pour un projet neuf, un client potentiel, je ne lui donne pas d'informations en tant qu'architecte. Je cherche à découvrir ses motivations, qu'est-ce qui fait qu'il va signer avec moi, et on commence par signer le contrat. Et ensuite, à ce moment-là, je peux intervenir en tant qu'architecte, mais j'ai un contrat.
Voilà. C'est très, très important de ne pas considérer comme architecte la personne comme client, pardon, la personne qui n'a pas signé de contrat. Ce n'est pas notre client. Donc, nous n'avons pas à agir en tant qu'architecte. Alors que le réflexe que je faisais quand j'étais plus jeune, c'était évidemment de fournir plein d'informations, c'est-à-dire fournir plein de valeurs à notre client. Et dans l'existant, on ne peut pas y couper. On ne peut pas y couper. Que pensez-vous de cet escalier? Est-ce qu'il faut le garder? Je vous le dirai pas. C'est pas possible. Donc là, je fais payer. Ta question, Pascal, donc elle soulève pas mal de réactions dans le chat. Il y a pas mal de confrères et consoeurs qui sont d'accord avec toi. Mais de ce point de vue-là, effectivement, quand il s'agit du neuf, la première visite, on peut dire que c'est une visite commerciale. Donc à ce titre, on la fait pas payer. Donc on prend un risque. Si on signe le contrat, bien sûr, on peut la récupérer sur le contrat qu'on a signé, elle va être rémunérée. Si on ne signe pas le contrat, donc c'est un risque à prendre. Et par contre, ce qui est difficile, c'est surtout au niveau rénovation extension, c'est-à-dire quand on est dans de l'existant, déjà pour évaluer la quantité de travail. On ne peut pas le faire et faire une proposition d'honoraire, on ne peut pas le faire sans avoir visité les lieux. En tout cas, moi, je sais pas faire parce que selon l'état de l'existant, le travail n'est pas le même et donc j'en profite de cette première visite, par exemple, pour expliquer, pour relever toutes les problématiques liées au lieu. Je sais pas s'il y a des fissures d'ordre structurel, s'il y a, auquel cas le montant des travaux n'est pas le même. Le temps n'est pas le même et aussi nos honoraires sont pas les mêmes. Mais c'est vrai que c'est un risque qu'on prend, même à considérer que c'est une démarche commerciale. Par contre, moi, par exemple, je me fixe 1 heure et je vais pas au-delà sur la première visite. Et je réponds pas à toutes les questions aussi. Alors c'est un peu ce que je précisais. Je différencie quand c'est du neuf ou quand c'est de l'existant. Je précise que la première visite en neuf n'est pas facturée parce que je dis aux gens, vous n'êtes pas mon client, je n'agirai donc pas en tant qu'architecte. C'est très clair dès le départ. Et je vais là vous informer sur mon contrat. C'est tout. Et c'est pas une consultation gratuite d'architecte. Par contre, en effet, dans l'existant, comme je disais, on n'y échappe pas. C'est impossible. On ne peut pas ne pas le faire. Et donc, je facture une forme raisonnable. En général, 150 € hors taxe, 180. Mais enfin bon, bref. Ça, chacun fait comme il veut. Alors, petite remarque, Leïla. Je t'engage à ne pas dire de faire de propositions d'honoraires. Ça, c'est tout ce qu'il faut pas faire. Voilà. Donc, on signe un contrat, point barre, c'est tout. Proposition, ça veut dire, allez-y, négociez, faites-moi baisser le prix. Bon, donc, c'est pas très, très, très bon signal, hein. Et puis, honoraire, c'est un mot à éviter. Moi, je parle de rémunération. Ce sera un peu long à expliquer pourquoi, mais enfin, voilà, c'est un mot qui est perçu négativement par les gens. En fait, Une proposition un peu de Sabine Lomédico qui nous dit, je suis d'accord pour dire qu'à partir du moment où on se déplace, on facture. Ce qui serait aussi intéressant de développer. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Bonjour. Quand justement il y a quand même certains déplacements demandés par le client, des fois trop conséquents, de se dire, tiens, alors après, j'écoute vos réponses, mais peut-être, Jean-François, Ah oui, je peux dire ce que j'en pense. En fait, moi, je me positionne pas quand je vois quelqu'un qui est un client potentiel, qui n'est pas mon client, je me positionne pas comme étant son architecte. C'est-à-dire que je vais l'informer sur le contrat que je lui propose. Et ça, c'est pas une prestation, c'est une information auquel il a droit. J'estime qu'il a le droit, avant de signer, que je l'informe sur mon contrat. Et donc, je n'ai pas à faire payer ça puisque ce n'est pas une prestation d'architecte. Et il le sait. Je ne vais pas c'est pas une consultation. Donc, il va pas me poser des questions. Enfin, je répondrai pas, en tout cas, c'est bien clair, sur son futur projet, comment il le voit, comment il faudrait faire, non, c'est pas ça. Je pense que Sabine veut davantage nous dire, tiens, à la demande incessante des clients, je me déplace, après le contrat, etc., je me déplace,
il arrive à un moment où il faut savoir un petit peu doser la demande des clients. Même dans le cadre d'une visite au conseil préalable d'un premier rendez-vous avec un client, même si c'est du neuf, moi je facture parce qu'à un moment donné, j'apporte un peu plus que de l'information aussi. Donc je la justifie, ma facturation. Mais à la rigueur, je dirais que je lis l'utile et l'agréable. Je me déplace, je fournis de l'information, je me renseigne sur le terrain, les différentes servitudes, etc. Je dégrossis un peu le truc à la première réunion et du coup, ça justifie que mon déplacement, je le facture. Dans ce cas, oui, tout à fait. C'est parce que c'est une prestation d'architecte. Mais voilà, tu vois, c'est pour ça, Jean-François, que on dit le premier rendez-vous, on le facture pas, ça dépend de ce qu'on amène au client à un moment donné. Voilà, je ne fais pas de visite conseil, moi. Ce n'est pas mon client, donc je n'ai pas à faire une visite conseil. Je n'ai pas regardé le PLU, je ne sais pas, je ne sais rien, et je ne veux surtout pas. Je veux que le client comprenne que s'il veut que je m'occupe de lui, il faut d'abord qu'il me signe un contrat. Tant qu'il n'a pas signé de contrat, il n'est pas mon client. C'est très clair comme positionnement comme ça. Alors, non, mais c'est entendable, c'est défendable ton positionnement. Après, on a tous une approche un peu différente, avant tout des commerciaux, parce qu'on est aussi là pour vendre une prestation. On est des entreprises, hein, donc si on n'était pas des commerciaux, on vendrait pas de l'architecture. Hein. Ça fait partie intégrante du job d'architecte, évidemment. Avoir des clients. Un architecte qui n'a pas de clients, il n'existe pas. Ça, je suis bien d'accord. On est bien d'accord. Mais je pense en plus que le fait de bien se positionner comme je ne m'occuperai de vous et je ne vous donnerai de la valeur dans mon discours que si vous êtes mon client et si vous avez signé le contrat, c'est positif pour le client parce qu'il ne peut pas profiter de moi. Je pense que c'est clair. Voilà. Après, je pense que l'information qu'on relaye à la première visite, il faut qu'elle soit bien quantifiée et qu'elle ait ses propres limites. L'objectif, c'est aussi un peu de montrer aux gens qu'on sait des choses et que s'ils en veulent plus, qu'il faut qu'ils signent. Oui, un peu le relais de Céline qui nous dit bien souvent dans la tête du client, on s'occupe de tout. À quel moment lui expliquer nos limites de prestation avant la signature du contrat, etc. Hein. Dans le premier rendez-vous, moi, je lis le contrat. Je lis mon contrat qui est assez court, qui fait que c'est un A3 plié en deux. Hein. On lit le contrat et si le client est d'accord, on signe. Mais bien entendu, au préalable, je ne l'ai pas, non pas informé de tout ce qu'il veut savoir, mais j'ai découvert ses motivations. Mon principe, c'est ça. C'est lui qui me parle, c'est pas moi. Oui, c'est Laurence qui nous dit aussi, on peut vendre une visite, conseil ou une faisabilité aussi avant une mission complète. On peut vendre une visite conseil ou une faisabilité aussi avant une mission complète. Donc, chacun se positionne comme il veut. Hein. Si on veut enclencher directement sur une prestation d'architecte, on se fait payer, bien entendu. À mon avis, c'est plus facile de signer le contrat si on a une attitude très claire et sans ambiguïté. Voilà. Bon. Je me permettais de rebondir parce que j'ai lancé le sujet là-dessus, donc je vois que ça tourne autour là-dessus par rapport au sujet initial, mais on voit que bien dès le départ, le positionnement de l'architecte par rapport à ce que ça va engendrer par la suite dans la mission et dans le cadrage de la mission, on voit bien que le pas avec le temps calculé, les dérives que ça peut intégrer, si on le cadre pas dès le départ par rapport à ce qu'il faut, ça va forcément après dériver. Donc il est important de vraiment cadrer et c'est pour ça que pour évincer tous les potentiels gratteurs d'informations, il est important pour moi de filtrer par le filtre financier en disant voilà, si vous n'êtes pas prêt à mettre 50 ou 100 euros ou 200 euros pour une visite conseil au départ, ça veut dire que derrière le projet va pas être forcément le client risque d'être un peu tatillon. Et je voulais rebondir qu'il y a Daria qui attend depuis un petit moment de prendre la parole. Alors voilà, si je me permets de faire un peu l'organisateur. Oui, juste encore une fois, excusez-moi d'être un peu lourd. Quand j'ai un client en neuf, je ne fais pas de visite conseil. C'est pour ça que je ne vais pas facturer.
faut être assez sûr de soi et ferme pour que les clients l'aient bien entendu et compris. Voilà. Et quand il me pose des questions en s'adressant à moi en tant qu'architecte, je lui dis, nous verrons ça au cours de la mission. Je réponds pas. Daria, si tu veux, je tutoie les architectes. Hein. Pardon, je peux pas faire autrement. Merci. Bonjour à tout le monde. C'est super que vous organisez justement ce webinaire parce que je trouve que quand vous parlez, je pense que ça relève de la culture de savoir-être, qui du coup qu'on amène vers nos clients. Je veux dire, on a un positionnement certain d'un architecte et comment dire, c'est de savoir communiquer et être assez clair pour instaurer la confiance avec le client. Il faut qu'il ait la confiance en nous, je présume. Je suis navrée, moi je suis salarié architecte pour le moment, mais je participe activement parce que j'aime bien être impliquée. Donc, je pense qu'on a quelque chose à apprendre peut-être de nos métiers voisins qui sont aussi encadrés. Par exemple, les avocats. Et si on a une question, par exemple, on peut les engager bien sûr pour une mission, mais aussi on peut prendre un conseil. Et c'est complètement entendu dans la société que cette prestation est payée. Il est à peu près tant de l'heure, par exemple, et personne n'est choqué. Et je pense que c'est en communiquant, si chaque architecte va communiquer clairement dans cette culture entre les architectes, qu'à travers ce webinaire on s'instaure, je pense que ça sera du coup transmis dans la société, ce message sera transmis et ce sera entendu par les autres. Après, oui, je sais pas, j'ai une idée. Peut-être proposer peut-être cette facturation de premier rendez-vous. On peut lier avec l'état des lieux. On peut proposer peut-être aux clients disant voilà, on peut se déplacer, mais si vous souhaitez, en plus, on peut effectuer un état des lieux. Donc, ce sera quelque chose d'utile. Et phaser nos prestations, je pense que c'est quelque chose de positif parce que par moment, la personne ne peut pas se projeter et va peut-être avoir envie de faire un projet avec nous, mais pas les travaux. Parce qu'il a des contraintes ou quelque chose comme ça. Donc, je pense que je ne sais pas si vous faites des modifications de votre contrat pour l'assouplir et adapter aux besoins du client. C'est tout. Tout d'abord, un préalable. Je pense que les consultations sont une activité que les architectes négligent beaucoup trop et qui pourrait être excellente. Plus j'y réfléchis, plus je me rends compte que là, on aurait un débouché large sur notre société et non pas confiné à un marché très, très restreint. Si je regarde le marché des non-professionnels de la construction, c'est-à-dire les 2/3 de tout ce qui se construit, 90% nous échappent, ce qui est absolument anormal. Et si nous dispensions des consultations, à ce moment-là, je suis persuadé qu'on aurait une audience et accessoirement des revenus d'ailleurs, qui seraient largement améliorés. Je pense que les gens ont un préjugé, ils voient notre rémunération comme un obstacle quand on leur dit c'est 30 000 euros, 40 000 euros. Oh, oula. Par contre, ils seraient tout prêts à dépenser quelques centaines d'euros pour une consultation, pour des interventions ponctuelles, et ça nous permettrait de condenser notre valeur en quelques heures. Il m'est arrivé, comme à la plupart d'entre vous, je présume, ou ça vous arrivera, de faire gagner des dizaines de milliers d'euros à des clients en 1 heure ou 2 de consultation, soit sur un chantier, soit à l'agence. On y réfléchit avec quelques architectes. Ça pourrait être un débouché énorme. Et en plus, ça nous donnerait un contact avec la société, avec les gens ordinaires. Et parmi les gens ordinaires, il y a les élus. Et les élus, ça, les architectes, c'est vraiment leur grande préoccupation. Là, ils focalisent sur les élus, les élus politiques, je parle. Et ce sont eux qui font les lois, bien entendu. Mais comme ils nous méconnaissent complètement, puisqu'on est coupé des gens ordinaires, et qu'eux, ils sont parmi les gens ordinaires, simplement ils ont été élus un jour, c'est tout. On aurait en plus, cerise sur le gâteau, on aurait en plus cette nouvelle vision qu'on apporterait aux élus de l'architecte, qui est trop perçu comme une option luxueuse qu'on ne peut pas se permettre de prendre. Voilà, c'est souvent ça le cliché de l'architecte, ce qui est complètement faux.
Alors que si on veut faire des économies, on prend un architecte. Et enfin, je pense qu'il est donc les consultations, on pourrait en vivre largement, même en faisant de temps en temps de la maîtrise d'œuvre. On pourrait penser, par exemple, à des médecins qui gagnent remarquablement bien leur vie, si je puis dire, avec des consultations. À mon avis, on passe à côté. Voilà. Si vous voulez un jour un webinaire là-dessus, ça sera bien volontiers. Oui, effectivement, ouais. C'est évident, et c'est quelque chose sur lequel, comme le disait Daria, qui est le positionnement initial et la grande majorité se positionne là-dessus et se mettent d'accord dans l'esprit de on peut y arriver, on peut faire ça, étant donné qu'une bonne partie considère que il faut passer devant le confrère ou la consoeur pour avoir le marché en ayant un déplacement gratuit, bah, du coup ça dévalorise on va dire la profession dans son ensemble. Et donc là, moi, je trouve que c'est vraiment dommageable. Et comme toujours, on prend l'exemple de la personne qui vend un produit à un certain prix. Si à côté, il y a quelqu'un qui vend moins cher, à un moment, quand l'autre, il va pouvoir acheter tous les produits à côté, enfin, on va se retrouver à des choses qui sont vraiment, voilà. Et comme je dis, c'est le point de départ de tout ça par rapport au paiement des heures non, voilà. Donc, pour moi, c'est indispensable. Peut-être, on passe à notre sujet. Laurence a posé une question qui dit, est-ce que le contrat type de l'ordre pourrait intégrer ces limites décrites dans le Word? Très intéressante. Je souhaiterais dire bonjour à tous. Moi, je crois aussi également qu'on doit savoir valoriser nos honoraires. J'ai fait une formation à Dauphine il y a 2 ans sur la gestion des agences d'architecture, passionnante, qui m'a quand même incité aussi à défendre cette idée-là. Et je pratique depuis maintenant presque 1 an les contrats visite-conseil. Et je peux dire aujourd'hui que ça me permet, on va dire que ça marche très bien parce que les visites conseils, les gens acceptent de payer 500, 600, alors selon les kilomètres à réaliser, ils acceptent de financer notre déplacement avec un rapport qui n'est pas une esquisse parce que ça c'est le contrat numéro 2 de l'ordre. Ils acceptent sans aucune difficulté de payer car au départ ils sont perdus, ils ont vraiment besoin de nous. Moi, je me rends compte que ça permet de se faire respecter d'emblée par le maître d'ouvrage. Et ceux qui ne sont pas en mesure de vouloir financer un déplacement, des conseils, du travail, du temps, si c'est comme ça au départ, pendant tout le contrat, ça sera pareil. Donc, pas plus tard que ce matin, j'ai perdu un client qui voulait construire une maison, qui pensait que j'allais me déplacer le lundi de la Pentecôte, soir à 19h, que j'allais faire une faisabilité gratuite parce que d'autres le font. Donc ça, moi, je le faisais avant, quand je démarrais, je pratiquais. Alors, je n'ai jamais travaillé gratuitement, mais je me déplaçais, je conseillais tout ça. Et là, depuis à peu près 1 an que je pratique le fonctionnement visite-conseil, en expliquant bien les étapes, les missions, que ça rassure énormément le client d'avancer pas à pas et pas de rentrer tout de suite dans un contrat global. Donc voilà, je défends assez bien l'idée que les gens sont capables de financer un déplacement, 1 heure de conseil et ils en ont le besoin. Donc s'ils en ont le besoin, nous on doit être en capacité de répondre par une mission. Il y a la visite conseil avant opération, il y a les visites conseil pendant opération, même pendant un chantier qui serait pas le nôtre. Et je pense que là, nous pourrions multiplier, répandre toute la valeur de l'architecte qui serait condensée en quelques heures, alors que je trouve stupide de me faire payer pour téléphoner à un plombier qui n'est pas venu, pour des bêtises comme ça, alors que le client pourrait très bien le faire. Nous pourrions intervenir beaucoup moins, donc avec un taux horaire bien supérieur, et ainsi multiple, ce qu'on perdrait dans la valeur absolue, on le retrouverait même largement au-delà par le nombre de clients. Ça serait intéressant. Alors, pour mon contrat, j'ai de toute façon, tout jeune architecte, j'ai bien compris qu'il est impossible de mettre un programme et un budget contractuel simultanément. Dans mon contrat, il y a un budget, un foncier, un bâtiment ou un terrain, mais il n'y a pas de programme. Le client me dira ses souhaits une fois le contrat signé. Ses souhaits. Mais ce n'est pas lui qui fait la conception. C'est pas lui qui va me dire ça fera 140 mètres carrés, les fenêtres sont ceci, le carrelage sera comme cela, voilà ce que je veux. Non, il n'a rien à vouloir. Le concepteur, c'est l'architecte. Je l'écoute, il me dit ses souhaits, j'en tiens compte et nous faisons l'esquisse ensemble. Mais à ce moment-là, je maîtrise les coûts
et on a un projet qui rentre dans le prix. Si on part sur un programme et sur un budget contractuel, c'est impossible parce qu'il y a 95 fois sur 100 une adéquation entre les deux. C'est pour ça que tout de suite, j'ai créé mon contrat qui tient en 3 pages plus des pages d'information, enfin en 4 pages complètes, et qu'on peut lire complètement lors non pas de la visite conseil en neuf évidemment. Je signe d'abord un contrat et après j'ai une prestation d'architecte, mais j'ai un contrat où je suis payé. Voilà. Et j'estime que ça, c'est la bonne méthode parce que je me positionne tout de suite en prenant l'ascendant sur les clients et non pas en étant là pour l'informer. Voilà. Donc, à ce propos-là, donc sur les marchés privés, bon, les contrats de l'ordre, ils sont là, on les utilise pas, on fait comme on veut, mais on n'est pas obligé forcément de les utiliser, mais aussi on peut les utiliser aussi, mais comment dire, les amender à notre sauce, à condition d'être aussi un peu bien conseillé juridiquement. Donc, comment tu proposes, toi, Jean-François, donc pour les personnes qui n'ont pas ton contrat à toi, parce que le tien, il est bien blindé, comment peut-on faire, nous les architectes, si on ne dispose pas d'arsenal juridique, pour amender les contrats de l'ordre ou créer des contrats qui nous conviennent, en étant balisés juridiquement? Ah ben moi, il y a une manière de l'avoir, mon contrat, avec le mode d'emploi en plus. Je ne vais pas faire détourner ce webinaire pour faire ma pub, quoi. Donc voilà. Les contrats de Jean-François, bon, il a son propre contrat, mais il vend ses contrats dans le cadre de ses formations. Donc ceux qui veulent le contrat de Jean-François, ben il faut qu'il fasse sa formation. Mais ma question n'était pas celle-là. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent éventuellement celui de Jean-François. Après, en principe, on devrait, nous, ce qui serait bien, c'est de savoir que si on a des astuces, nous, déjà, pour amender les contrats de l'ordre, parce qu'on n'est pas obligé de faire avec, hein. Si on veut pas avoir un programme et un budget, ben, on peut arranger ça. Je voudrais faire une petite précision. Le fait de ne pas mettre de programme a aussi en plus l'énorme avantage de ne pas mettre le client néophyte en position de décideur. C'est pas lui qui décide ce qu'on va faire. Et psychologiquement, c'est très important. C'est très important. Le cantonner à avoir des souhaits qu'on verra plus tard après contrat. Sinon, moi j'ai entendu des architectes parler de leurs clients en tant que donneurs d'ordre. Mais c'est inconcevable pour moi. C'est de la folie. C'est de la folie. Est-ce qu'un médecin parle de son patient, on noterait le mot patient, en tant que donneur d'ordre? Alors, je vous écoute, qu'est-ce que vous voulez pour l'ordonnance? Non, c'est pas possible. C'est les rapports inversés. Celui qui donne des ordres, c'est le maître d'œuvre. On est payé pour ça. Voilà. Donc, le fait de pas demander de programme, tout de suite, instaure une hiérarchie très claire avec le client. Et je signale, c'est pas de la vanité de ma part, hein, les clients néophytes adorent ça. Ils adorent que l'architecte soit directif et prenne en charge les opérations. Ah, enfin, un professionnel qui sait qui va me mener à bon port. Donc, c'est pour ça. Je crois que Caroline Delas voulait intervenir. Juste une petite intervention sur les contrats. Alors, je sais que les contrats de l'ordre, je les ai toujours trouvés un peu trop costauds, on va dire, pour des petites missions. Il y a deux nouvelles missions qui sont sorties avec conseil en architecture et plan guide communal pour les élus. Mais peut-être que le nouveau contrat conseil en architecture peut correspondre, peut-être en le retouchant un peu, à une mission dont on parle actuellement, c'est-à-dire sans partir sur des budgets. Alors, ils expliquent que c'est quand on donne conseil, on visite un bâtiment, on donne un avis. Donc, c'est un genre d'accord, c'est un petit contrat d'accord cadre. À voir peut-être, il vient de sortir. Vous l'avez sur le site Maire en architecte. Donc, à voir. L'autre est plutôt ciblé les élus, mais celui-là peut être intéressant dans les nouveaux types de contrats. Moi, après, pour avoir discuté avec la MAF, les deux contrats sont valables, autant de l'ordre que les contrats que tu as établis. Après, ne pas oublier que les contrats nous protègent quand même vis-à-vis de problèmes qui pourraient arriver en suivant par rapport à, je sais pas, à nos assurances, voilà.
Jérôme, ensuite, puisque je vois qu'il a levé la main, et je te laisse répondre, Jean-François, s'il te plaît. Oui, merci Caroline. Je voulais simplement savoir si, sur ce que j'ai proposé, sur des façons d'envisager de nous faire payer ce que l'on offre gratuitement beaucoup trop souvent, ce qui est anormal, et pousse au gaspillage de notre temps d'ailleurs, si d'autres avaient des remarques là-dessus, indépendamment de ces problèmes de contrat, etc. Alors, je limite pas ma réponse aux particuliers à la maison individuelle, je la limite aux néophytes, c'est-à-dire hors marché public, hors promoteur immobilier. Mais ça peut être un bâtiment industriel, des bureaux, une promotion immobilière pour des gens qui ne sont pas des promoteurs. J'ai signé des contrats jusqu'à plusieurs millions d'euros avec mon contrat à moi pour des promotions pour des néophytes. Alors là, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Alors ça fait toujours peur aux architectes, je comprends absolument pas pourquoi. Parce que c'est énormément de temps gagné, en plus. Je chiffre. J'estime pas, je chiffre. C'est-à-dire que je fais les devis. C'est réglé comme ça. C'est-à-dire qu'à la première esquisse, je prends une demi-journée, 4 heures, 5 heures, et je chiffre, tout corps d'état. Il faut pas plus. C'est très bien, ça. Très bien. La première journée, au début, on met une journée, puis après, très vite, on met 4 heures, 5 heures. Et ensuite, c'est terminé jusqu'à la levée des réserves. Je n'ai plus d'appel d'offres, sauf à la demande du client. Si ça lui fait plaisir, on peut demander des offres. Mais j'ai évidemment un réseau d'artisans autour de moi dont je connais les prix. Je chiffre avec les prix des artisans. Je chiffre pas comme ça dans l'absolu. Et c'est terminé. Je n'ai plus les affres de l'appel d'offres infructueux. C'est terminé. Quand j'ai un doute, un petit coup de fil ou un mail à un artisan ou un bureau d'études. Qu'est-ce que tu penses de ce truc-là? Combien ça vaut? Bon, ok. Et c'est bouclé. Mais c'est vraiment très confortable. Alors, effectivement, je faisais comme ça, comme toi, là, Jean-François. Le problème, c'est que maintenant, depuis l'été 2021, c'est vrai, avec la flambée des prix, avec les mêmes artisans avec lesquels je travaille, je n'ai pas le même prix à 2 mois d'intervalle. C'est vrai. Ce qui fait qu'en ce moment, d'ailleurs, moi, actuellement, avec mes clients, quand il s'agit, je dis que j'avertis au départ que je ne fais pas d'estimation. Parce que j'étais capable de donner comme ça, rapidement au début, histoire ou de calculer, pour leur dire ça rentre dans votre budget, votre programme rentre dans votre budget ou pas, ce que vous avez envie de faire. Là, j'en suis plus capable et je le dis. Et donc, je refuse de donner des estimations actuellement, en disant aux gens, vous savez très bien que depuis 1 an maintenant, personne ne maîtrise plus les prix. Et moi, j'avais des prix, j'en ai plus. Et donc, je suis pas capable de vous dire, entre aujourd'hui, je vais vous dire un chiffre, et le moment où on va déposer le permis, après l'esquisse, la PD, etc., je suis pas capable de vous garantir que ce prix-là, il sera encore bon d'ici là. Donc, pas de notre fait. On était capable de le faire à un moment, puisqu'on avait très peu de variations de prix sur 5-6 ans, on pouvait avoir à peu près, pour une maison neuve, avec des prestations classiques, tu pouvais dire, bon, c'est tant du mètre carré, je tourne autour tu donnes une fourchette. Bon, au début, histoire ne serait-ce que pour voir si le programme est faisable, le programme que veut le client, et de lui dire, oui, c'est faisable, non, c'est pas faisable au départ avant de signer. Mais là, même ça, c'est juste impossible. En ce moment, je sais pas pour vous, mais voilà. Alors ça s'améliore, il me semble. On peut sortir, je pense que ça fera le sujet de notre webinaire que de rester sur le contrat. Jean-François va certainement me donner raison. On en fera un sur le contrat, c'est intéressant, mais de revenir un peu sur le sujet initial qui est le paiement de notre temps imprévu. Oui, Caroline Delas, oui. la parole. J'allais rebondir justement sur le temps imprévu, et je voulais savoir, parce que moi, en principe, je facture pas justement les premières visites, et j'aimerais reparler un petit peu de comment présenter une facture ou des honoraires là-dessus. Enfin, pas des honoraires, mais comme tu dis, Jean-François, tu as une manière de le présenter. J'aimerais bien qu'on revienne dessus parce que moi, ça m'intéresse là. Oui, alors il faut que ça soit évidemment mentionné clairement dans le contrat, et on l'aura lu avant de signer le contrat. Il faut le présenter comme des options à la carte, comme un menu au restaurant. Il y a la formule,
la formule de base, entrée, plat, dessert, et ensuite le reste, en faisant bien comprendre au client que c'est pas des plus-values, ce sont des options qu'il peut choisir. Si vous voulez passer beaucoup de temps à retravailler l'esquisse, c'est bien volontiers, je vaux 80 € de l'heure, 100 € de l'heure, au-delà d'une certaine durée. Si vous voulez des modifications en cours de chantier, mais bien sûr, c'est votre projet, c'est votre bâtiment, on va volontiers consacrer du temps à ça, je vaux 100 € de l'heure. Tu comprends le principe? C'est surtout pas une punition du client qui doit payer plus, mais ce sont des options qui prend ou qui prend pas, et le laisser libre de décider. Clarifier justement les débordements, c'est-à-dire, c'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire clarifier qu'au bout de 10 heures, au-delà de 20 heures, il y a une facturation. Je pense que c'est aussi une orientation à prendre. Mais Caroline a raison, il faut bien, dans mon esprit, il faut bien présenter ça au client comme des possibilités, des options. Pas du tout comme des plus-values parce que il sait pas se décider ou des choses comme ça. Il a le droit de réfléchir après tout. Hein. Le client a le droit de réfléchir, a le droit de changer d'avis. Ça me gêne pas du tout. Il faut qu'il soit satisfait, qu'il soit content. Par contre, moi, je travaille pas gratuitement parce que si je travaille gratuitement, d'abord c'est pas normal. Et puis ensuite, c'est du gaspillage. C'est du gaspillage. Ça, c'est comme les gens à qui on met sur un chantier, on met de l'eau gratuite à disposition. Eh ben, comme par hasard, le chantier, il va consommer 3 fois plus d'eau que normal, parce que les gens laissent le robinet ouvert, c'est gratuit, c'est pas mal. Et moi, j'ai pas envie que mon temps soit gaspillé. Est-ce que cela suppose, Jean-François, que par rapport à ton contrat que je connais, tu précises des nombres d'heures, par exemple? Alors oui, il faudra préciser. Je l'ai pas dans mon contrat encore. Hein. Tout ça, j'ai réfléchi depuis un mois qu'on en parle sur ce webinaire. Oui, parce que ouais. Il y a ça, et il faut le tester, évidemment, et ce serait intéressant de le tester d'ailleurs avec beaucoup d'architectes, bien sûr. Alors, il se trouve que j'ai moins ce problème peut-être que d'autres, puisque au fil du temps, j'ai compris que plus l'architecte est directif, mieux ça se passe, et plus l'architecte est directif, plus le client adore ça. Étant très directif, je perds beaucoup moins de temps que ce que je perdais quand j'avais 30 ans, par exemple, évidemment. Mais il n'en demeure pas moins que ça serait, à mon avis, une bonne chose, c'est pour ça que j'avais proposé ce sujet, pour y réfléchir. Ça serait une bonne chose de prévoir ce contrat à option et non pas un forfait global où on est à disposition jour et nuit du client comme un soldat et c'est à disposition de son capitaine, quoi. Enfin, c'est pas ça. C'est pas ça. Les relations, c'est pas ça. Le client suit nos directives et donc c'est pas à lui à utiliser notre temps à sa fantaisie. Il y a une question qui me paraît importante et intéressante dans le chat qui est de Michel qui dit et quand en cours de route le programme diminue, parce qu'en gros les maîtres d'ouvrage ont tendance à dire alors on a été parti sur une enveloppe de 150 000, en fin de compte j'ai plus que 120 000 ou 130 000, votre prestation va forcément baisser alors que nous la charge de travail n'a pas baissé. Au contraire, elle augmente. Effectivement. Oui. Donc du coup, c'est vrai que l'option de mettre du tarif horaire en disant qu'au départ pour l'étude, qu'est-ce que l'enveloppe, et c'est vrai que dans les termes du contrat, on en revient toujours au contrat et sur les éléments contractuels qui vont gérer les choses, le fait de dire on a pensé un nombre d'heures au départ de travail et qu'après derrière tu veux plus ou moins ou que tu modifies le projet, c'est ce qu'a dit Jean-François dans sa slide entre guillemets, en disant que dès lors que tu dépasses ce qui était prévu, après, ben voilà, tu veux qu'on retourne sur un nouveau projet, ben ce sont des heures supplémentaires et donc on a un tarif horaire. À ce titre-là, une application du tarif horaire sera appliquée. Enfin, moi, je le comprends comme ça. Je sais pas si j'ai mal compris. Il y a pas mal de messages qui nous remercient pour ce bon moment et qu'il faut, je crois, pour les prochains, on a des sujets qui poussent dans tous les sens. Se dire un petit, il est 20, bientôt 19h20, donc les 5 dernières minutes sont données à Jean-François. C'est un sujet passionnant, les 5 dernières minutes. On va découvrir l'assassin. Donc, en conclusion, alors juste un mot, en cas de diminution du programme, évidemment, le calcul de notre rémunération au pourcentage est basé par des tranches, par des étapes. Donc, on revient pas en arrière sur les étapes. Hein. Ce qui est fait comme travail, il doit être payé. La modification est payée à ce titre-là. Ensuite, alors, c'est un sujet, à mon avis, à traiter, intéressant. Il faut essayer d'aller plus loin pour rendre quelque chose de concret, de pragmatique.
parce que tout professionnel doit faire payer son heure. Et encore une fois, en plus, c'est une question de se faire respecter par le client. Si on se fait payer, c'est qu'on a de la valeur. Si on a de la valeur, c'est qu'on est respectable, et donc ça inspire confiance et on écoute. Un maçon, on lui commande 30 mètres carrés de mur, on lui commande ensuite sur le chantier 10 mètres carrés de plus, il va facturer ses 10 mètres. Ben, nous, c'est pareil. Il faut qu'on facture nos 10 mètres carrés en plus. Sinon, on n'est pas respecté et on aura beaucoup de mal à faire, notre maîtrise d'œuvre. Voilà. Donc, ça serait intéressant de continuer à y penser. Et si certains le font dans leur contrat, ça serait intéressant de savoir ce que ça donne. Je vais donner aussi le dernier mot à Leïla, qui est à l'initiative aussi de ce premier webinaire qui, je suis sûr, va faire des émules. Eh bien, rien de plus que de remercier tout le monde. Voilà, je remercie tout le monde pour sa présence. Et merci beaucoup aussi à Eric d'être resté si tard à animer cette séance avec nous à partir de l'Ordre des architectes. Merci à vous et une très bonne soirée. À très, très bientôt. Et merci Jean-François. Ciao, Bien ciao. évidemment. Merci beaucoup. Merci au Cador. J'ai été ravi d'animer ce webinaire. Si on pense à moi pour d'autres webinaires, j'ai plein de trucs à dire sur plein de choses qui concernent les architectes. Ah, mais on y reviendra, on ne te lâchera pas, t'inquiète. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Bonne soirée à tous. Au revoir, Jean-François.